Le balado Saumon Québec est une présentation de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. La meilleure façon de nous soutenir et de rendre nos projets possibles, c'est de devenir membre. Cet épisode est présenté par WSP. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre épisode du balado de Saumon Québec. Bonjour Myriam. Salut Lynn. Bon, je suis super excitée aujourd'hui parce qu'on va vraiment faire le tour de toutes sortes d'enjeux puis de dossiers sur lesquels la FQSA travaille. Parce que pour mettre un peu les gens en contexte, là, quand on regarde le saumon, la situation, des fois ça va pas bien, on a tendance rapidement à pointer du doigt certains coupables, puis à oublier que souvent c'est les activités humaines ou c'est nous autres qui font partie aussi de ces enjeux-là. C'est pas juste les phoques, c'est pas juste le bar rayé, c'est pas... Puis aujourd'hui, on parle de comment on peut concilier les activités humaines de différents projets avec la conservation du saumon atlantique. Puis on a pour parler de ça, deux invités que tu connais super bien, mais que moi, je connais moins, puis qu'on va apprendre à connaître. Christophe Jourdain-Bonneau, bonjour. Bonjour, bonjour. Et Pierre-Olivier Fortin, bonjour. bonjour. Donc, vous connaissez tous, mais moi, nouvelle venue dans le monde du saumon, j'aimerais ça que vous me racontiez un peu le parcours qui vous a mené à... Travailler avec cette super équipe, puis occuper les postes que vous avez aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous faites à la FQSA? Puis, ça part d'où dans votre vie, là, à partir du petit gars qui jouait peut-être sur la plage avec des saumons, ou il n'y a pas de saumon sur la plage. Donc, je jouais sur le bord de l'eau. Ouais, on va le dire comme ça. Donc, c'est quoi votre histoire, en gros? Christophe, peut-être? Oui. Ben écoute, moi, j'ai étudié à l'UQAM en biologie. J'ai une maîtrise que j'ai faite à l'océanographie, en biologie aussi, océanographie biologique, avec Céline Audet, que vous avez reçue au podcast précédemment. J'ai travaillé sur l'ombre de fontaine anadrome. Donc, c'est pas mal ça, je te dirais, au niveau de mon parcours scolaire qui m'a amené à la FQSA. Sinon, tu sais, moi, je pêche depuis que je suis tout petit. Je viens de Laval à la base, fait quand même assez loin des saumons. Oui, hein? Puis je suis quand même un grand pêcheur depuis tout jeune, d'achigan, de brochet, de truite. Mais j'ai même pas pris de saumon encore à la pêche. On espère. On va travailler là-dessus. Ouais. Puis maintenant, j'habite à Matane, donc... je suis quand même au bon endroit pour faire du terrain et travailler sur les rivières à saumon. Hey, l'Est du Québec, hein, représenté aujourd'hui. C'est le fun, PO? Ben moi, en fait, j'ai pas un parcours en sciences nécessairement. Je viens du milieu des affaires, en fait. Puis ça fait 4 ans que je travaille à la FQSA, donc je suis directeur adjoint à la FQSA. Ça m'amène à travailler sur toutes sortes de dossiers avec Myriam, avec Christophe, avec toute notre équipe scientifique. Mais j'étais à la base un pêcheur de saumon, donc c'est ça qui m'a amené à la fédération. Ça fait longtemps que je pêche le saumon. Ça fait aussi, moi, depuis que je suis tout petit bonhomme, qu'on pêche la truite en famille et tout. Fait que naturellement, ça m'a amené au saumon, puis ça m'a amené à travailler avec cette super équipe-là. Donc, c'est pas trop une grosse surprise dans les deux cas de vous voir à ce point-là de votre carrière à la FQSA puis à travailler sur des dossiers de saumon. Il y a comme une petite logique historique en arrière, même si tu viens du milieu des affaires, puis même si tu viens de Laval. Oui. Puis tu sais, je trouve ça le fun, puis tu sais, je trouve ça hyper trippant de mettre en lumière aussi les membres de l'équipe de la FQSA, tu sais, justement, il n'y a pas juste moi qui est là, ça fait 10 ans que je travaille pour la FQSA, puis mais... partout au Québec, hein? Oui, exact, puis on est allé chercher des gens, on est rendu quand même avec une équipe où on est 10 personnes, puis des personnes avec des parcours qui sont différents, justement, avec PO, son côté, justement, affaires, son côté de communication, son côté humain, ça vient complémenter aussi toutes d'autres facettes, plus scientifiques et tout ça, fait qu'on a vraiment une belle équipe, là, où on travaille bien tissé serré. Ben oui. Puis la mission de la FQSA, ben là, tu me corrigeras si je me trompe, mais il y a dans cette mission-là la protection du saumon atlantique. Puis c'est beau vouloir protéger, suivre un peu les populations quand ça va moins bien, quand la population baisse, les montaisons sont moins bonnes, mais de comprendre d'où ça vient, puis d'essayer de protéger ça, mais ça vient avec tout un paquet de défis.
Oui. Puis tu sais, mettons, pour revenir un peu, tu sais, la FQSA, des fois, tu sais, on vit une foule de défis, là, on le voit en ce moment, là, le saumon vit des défis qui sont importants, puis il peut y avoir une foule de dossiers là, sur lesquels on se fait interpeller. Mais tu sais, essentiellement, la FQSA, on est une fédération, donc on a des membres, on a plein de membres qui sont intéressés à cette mission-là de, finalement, assurer la pérennité du saumon atlantique et de sa pêche, et de ses pêches, en fait. Parce qu'on parle aussi de plus en plus de non seulement pérenniser la pêche récréative, mais aussi d'assurer une pérennité au niveau des pêches traditionnelles autochtones. Tu sais, c'est quelque chose qui nous reste aussi en tête. Mais tous les organismes gestionnaires de rivières sont membres à la FQSA, puis les pêcheurs peuvent être membres. Il y a des gens qui sont des citoyens qui sont juste interpellés aussi par le côté plus environnemental. Oui. Il y a d'autres types d'organisations qui peuvent être membres de la FQSA. Il y a des organismes de bassin versant, par exemple. Il y a déjà eu des municipalités. Il y a des pourvoiries. Presque toutes les pourvoiries qui offrent la pêche au saumon sont membres aussi chez nous. Fait que, essentiellement, ce qu'on fait, c'est répondre à nos membres. Donc, on a développé des services à travers le temps pour que quand il y a des problématiques X, Y, Z sur le territoire, ben, on soit capable de leur offrir des services. Donc, tu sais, Pierre-Olivier, entre autres, avait été engagé spécifiquement pour ça au départ, c'est-à-dire d'être vraiment le premier répondant quand les gestionnaires de rivières ont des problèmes. Fait que si il y a un endroit où, je veux dire, il peut y avoir de l'agriculture qui est problématique ou un litige X, Y, Z, ben finalement, il y a toujours une personne au bout du fil pour répondre. Puis ça nous a amené, à travers les années, à être très présents, mais en réseau et en collaboration avec tous ces intervenants-là pour les accompagner sur le terrain, justement, dans ces enjeux-là à travers lesquels on les accompagne, là, au final. Là. Puis, ben, le but, c'est toujours un peu de trouver comment concilier la conservation puis les activités humaines ou l'utilisation du territoire pour d'autres choses. Ouais. Puis, moi, je sais que dans ma pratique aussi, je fais face à ce genre de situation-là, puis je me rappelle tout le temps que c'est pas tout le monde le matin qui se lève en se disant « Hey, moi, aujourd'hui, je vais protéger des saumons. » Ça serait le fun que tout le monde pense comme ça, mais les gens ont tout leur agenda, leurs priorités, ouais. puis c'est ça le grand défi puis la grande complexité d'arriver à tout coexister avec nos intérêts sur différents dossiers ou dans différentes régions, sur différents territoires. Vous diriez que c'est quoi les grandes batailles à l'heure actuelle ou les grands dossiers? Là? J'en ai une liste, là, on va naviguer autour, mais je vous donne l'opportunité de parler de ceux qui vous animent le plus. Là. Qu'est-ce qui vous pose le plus de défis à l'heure actuelle pour concilier cette conservation-là avec des enjeux d'usage du territoire? Ben, je peux en nommer un pour commencer. Là. Je pense que un grand défi puis quelque chose qu'on essaie de travailler beaucoup là, à la FQSA, c'est l'effet peut-être des activités humaines sur les rivières à saumon, sur les populations de saumon, les bassins versants. Au sens large. Au sens large, puis parce que ça implique tout plein d'activités. Ça en est une quand même assez intéressante. Oui, sinon je dirais tout ce qui est aménagement du territoire. Ça rentre un peu dans ce que tu dis, mais l'aménagement forestier, exemple, l'agriculture autour des rivières, donc c'est des défis quand même assez majeurs. Puis comme tu dis, ben tout le monde a des intérêts des fois qui peuvent diverger. L'agriculteur, c'est sûr, c'est son gagne-pain, il va avoir son champ puis c'est sa culture en priorité. Le forestier, ben ça sera la foresterie. Donc, il faut essayer de trouver des points communs avec tous ces gens-là puis de s'assurer qu'au final, chacun puisse finalement gagner sa vie, mais en respectant le saumon puis en s'assurant qu'on le protège puis qu'on conserve ces habitats-là. Tu sais, je pense que l'exemple de la foresterie est souvent un exemple qu'on prend pour expliquer un peu ça, parce que, d'ailleurs, on a déjà fait un épisode là, de balado sur les enjeux forestiers en particulier, mais disons, il y a 80% à peu près de la longueur des rivières qui coulent en milieu forestier public. Donc, si on regarde le bassin versant de la rivière, on sait que cette activité-là est susceptible d'entraîner des effets importants sur
sur différents aspects là, de la rivière. On parle des sédiments, de la température, etc. Donc, localement, il y a quand même des structures qui permettent d'avoir de la concertation. Donc, c'est pas fait juste en silo, c'est-à-dire qu'il y a quand même, il y a le gouvernement qui décide d'un certain nombre de choses, il y a les acteurs de l'industrie aussi qui font un certain nombre d'opérations, mais il y a des lieux où il faut se parler pour se dire, bien, à chaque fois qu'ils déplacent un nouveau chemin, qu'ils prévoient des nouvelles coupes, ben nous, on fait partie des intervenants qui sont systématiquement consultés. Donc, des fois, c'est les gestionnaires qui y vont. Des fois, c'est nous directement qui nous interpellent pour qu'on aille s'asseoir là à leur place. Mais nécessairement, il faut... Nous, on a une expertise justement scientifique pour dire, ben OK, regardons ce chemin. Est-ce qu'il y a-t-il une frayère qui est proche? Y a-t-il un enjeu au niveau de l'habitat? Puis on peut soulever où sont les enjeux, puis se dire, ben OK, peut-être que la façon de mitiger les effets sur l'habitat du saumon, ça va être de dire, ben est-ce qu'on pourrait changer le tracé du chemin puis le placer à tel endroit? Ou utiliser tel type de coupe? Puis ça, c'est des choses qui sont faites sur une base régulière. Il faut arriver à trouver en fait, de se concilier au niveau des usages. Tu sais, en Gaspésie, 98% de la Gaspésie, c'est un bassin inversant d'une rivière à saumon. Fait qu'à un moment donné, si on veut protéger à outrance 100%, mais on fera plus rien sur le territoire. Fait que c'est pas réaliste non plus. Fait qu'il faut trouver des façons, justement, de s'accommoder puis de concilier les usages de chacun, justement, en gardant à cœur la protection du saumon. Mais quand on fait de la conservation, moi, j'ai plusieurs collègues qui font l'exercice de juste changer 2 lettres puis dire pour faire de la conservation, ça prend de la conversation. Puis souvent, trouver ces opportunités-là où tout le monde trouve son compte, ben c'est de la médiation, puis c'est de faire s'asseoir à la même table des gens, des fois, qui n'ont pas nécessairement les réflexes de vouloir se parler ou la volonté de ramer dans le même sens. Comment vous faites ça à la FQSA pour essayer de rallier des gens qui ont des intérêts différents? Y a-t-il des histoires de succès ou des dossiers dans lesquels vous dites « Ah oui, ça a marché. Ça, c'est vraiment une belle histoire. Ça a marché, puis c'est inspirant. » Je pense qu'il faut trouver les points communs entre chaque... Parce que c'est sûr que les gens peuvent avoir des opinions différentes, puis justement, ne sont peut-être pas naturellement portés à s'entendre sur tout, mais il y a quand même des points qui rassemblent tout le monde. Tu sais, on a participé à des ateliers pour la création d'aires protégées sur les rivières Patapédia, Cossapscal, Assiniboine. Puis à ces réunions-là, il y avait des forestiers, des gens de la conservation, des gens du saumon. Puis moi, je m'en allais là en me disant, mon Dieu, ça va être la chicane. Ça va brasser, tu sais. Puis finalement, non, parce que les forestiers ont aussi l'intérêt de conserver leur milieu naturel, puis ils savent qu'ils opèrent aussi sur les territoires publics qui appartiennent à tous les Québécois. Puis on réussit comme ça, des fois, à trouver des points communs. Puis là, on était avec des grosses cartes, puis là, on négociait quasiment à la pièce. Tu sais, le forestier disait « Hey, ça, moi, ce bout-là, ça m'intéresse pas, c'est trop à pic pour couper. » Puis moi, j'étais là « Ça nous intéresse, nous autres, le saumon, parce que c'est des zones d'eau fraîche, ça apporte de l'eau fraîche dans la rivière. » Fait qu'il y a toujours moyen de trouver quand même des win-win situations, tu sais, des choses qui fonctionnent pour tout le monde. Je pense qu'il faut partir avec l'idée de base que les gens sont bien intentionnés jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Puis, mais j'aurais envie, en fait, tu parlais avez-vous des exemples aussi d'avoir rallié des gens autour du saumon? Je voudrais souligner quand même le travail que PO a fait aussi avec l'équipe sur un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs années sur la rivière Saint-Jean-Saguenay. Ouais. Il y a toute une belle dynamique qui s'est créée avec un super comité, finalement. Oui, c'était vraiment cool. Puis, tu sais, c'était un projet à la base qu'on voulait un peu remettre les processus naturels en place sur une rivière qui a vraiment été aménagée, là, tu sais, suite au déluge de 96, c'est enroché, il y a un barrage au kilomètre 12. Il y a vraiment toutes les conditions réunies là, pour scraper une rivière, entre guillemets, mais les citoyens de l'Anse-Saint-Jean se sont vraiment réappropriés leur rivière. Puis en amenant ce projet-là, bien, justement, on s'est dit, il faut quand même avoir l'appui des gens, il faut les consulter, il faut se parler, il faut avoir une conversation. Fait qu'on faisait des rencontres, justement, vraiment dans la bâtisse là, de la municipalité. Avec le conseil municipal, on invitait les citoyens, puis là, on discutait justement des enjeux, puis ils se sont vraiment réappropriés leur rivière. Puis tu sais, sans leur appui, on n'aurait jamais pu faire tout ce qu'on a fait là.
Non, exact. Puis, tu sais, ça a même fait des petits... Tu sais, je dirais, il y a l'organisme de bassin versant, il y a des chercheurs à l'Université à Chicoutimi, puis à un moment donné, c'est le ministère des Transports qui fait « Ah ouais, OK, c'est intéressant, ça! » Puis finalement, ça continue, où là, on est quasiment plus... Ben en fait, on est encore là en soutien, mais l'étincelle, on a juste servi d'étincelle pour que finalement, il se passe de quoi, puis... Des fois, ils m'appellent et ils me disent hey, finalement, on va faire telle affaire, un tel autre projet. Puis je suis là, wow, tu sais, finalement, c'est comme si là, tout le monde a embarqué puis tout le monde travaille ensemble. Fait que des fois, c'est juste de mettre ces conditions-là pour que les gens puissent... Parce que, tu sais, tantôt, je disais, c'est pas tout le monde le matin qui se lève en disant « je vais aller protéger des saumons », mais de la même façon, c'est pas tout le monde le matin. Et puis, il y a personne qui se lève le matin en disant « moi, aujourd'hui, je vais scraper de l'habitat de saumon ». C'est sûr que, tu sais, il faut partir avec cette idée-là que les gens croire que non. Là. Non, on ose croire que non, mais les gens veulent bien faire, puis il faut juste comme essayer de trouver une façon de travailler ensemble. Mais si on regarde d'autres enjeux ou d'autres endroits où il faut que les gens se retrouvent dans un discours commun puis trouvent des solutions, là. Parlez-moi donc un peu de ce qui se passe. Bon, on parlait de route tout à l'heure. La 138, là, par exemple, là, où on en est, puis c'est quoi les enjeux par rapport à faire des routes? Là, on a la 138 comme exemple sur la Côte-Nord, mais en général, là, quand on arrive puis on dit, nous les humains, on a besoin de routes, il faut continuer, tu sais, notre transport routier, tout ça, c'est des enjeux puis des besoins de société qui sont réels, mais d'un point de vue saumon, ça implique quoi comme défi ou comme impact potentiel quand on arrive puis on se dit, bon, ben on a besoin de faire une route à quelque part? Oui, bien, ça implique nécessairement, là, si on parle de la 138, par exemple, je pense que c'est un projet qui est super bien accueilli quand même dans l'ensemble par la communauté là-bas. Au niveau environnemental, c'est sûr qu'il y a des enjeux nécessairement au niveau de l'habitat aquatique parce que, bon, ben, pour faire une route dans un territoire où il y a des lacs, il y a des rivières, nécessairement, il va falloir passer par-dessus ces rivières-là. Fait qu'il y a toujours un enjeu au niveau de la connectivité de l'habitat. Puis ça, c'est vrai pour la 138 puis pour l'ensemble du réseau routier, des chemins forestiers. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention à ça. Dans le cas de la 138, je pense qu'il y a des enjeux aussi au niveau de peut-être du braconnage, de l'accessibilité à certaines de ces rivières-là qui sont difficiles d'accès en ce moment. Donc, protégées d'une certaine façon. Protégées, c'est ça, par leur isolement. Donc, ouais, ça serait pas mal ça, je vous dirais. Là. Puis, il y a des enjeux aussi au niveau de la façon dont les routes vont être construites. C'est sûr qu'il va y avoir un impact sur les milieux humides, ça va impacter l'environnement, c'est sûr, mais bien souvent, il faut trouver, je pense, le moyen de le faire d'une façon qui est le plus consciencieuse de l'environnement. Puis, tu sais, je trouve que, mettons, les routes, c'est un bon exemple où... il y a des réflexes, justement, de conversation en amont qui sont pas toujours là. Je pense qu'il ne faut pas faire des grandes généralités parce qu'il y a vraiment toutes sortes de chantiers, toutes sortes de choses, puis toutes sortes de projets, en fait. Puis il y a des projets qui arrivent dans l'urgence aussi où on n'a pas le temps de faire des conversations en amont. Fait que, souvent, en fait, quand il y a des projets routiers, on est souvent interpellé plus dans un contexte réactif. Donc, il y a un projet, puis là, on se rend compte que peut-être dans des étapes avant, il y aurait pu y avoir des espaces où il y avait des discussions, où des spécialistes, justement saumon ou autres, qui auraient pu être impliqués pour faire des recommandations par rapport, que ça soit au niveau de tracé. Puis moi, une autre affaire que je vois beaucoup, là, puis on a été, PO, visiter plusieurs endroits là-dessus, c'est souvent des mesures de mitigation des impacts, mais au niveau des chantiers eux-mêmes. Fait qu'on se rend compte des fois que... puis c'était arrivé, là, je me rappelle, on avait été interpellés il y a peut-être 2-3 ans à Bétrinité, puis à Rimouski aussi. À Pabot aussi, Pabot. Disons, il y a des travaux en cours sur un pont où, tu sais, en fait, c'est tout le temps sur un pont parce que c'est par-dessus la rivière, évidemment. mais là, je veux dire, les ouvriers sont là, ils font leur travail, puis eux, ont des consignes, puis on s'est rendu compte, des fois, c'est des contraintes au niveau, mettons, de la sécurité qui sont pas compatibles avec certains aspects de conservation. Par exemple,
ben laisser vraiment le libre passage comme il faut pour que les saumons puissent monter, parce qu'on fait des travaux pendant l'été, donc on est nécessairement pendant la montaison. Mais je comprends que, tu sais, des fois, je comprends que des fois, les gens qui gèrent les projets d'envergure comme ça n'ont pas nécessairement pensé... Le saumon dans OK, la tête. le saumon, il y a peut-être besoin de tout ça. Fait que, tu sais, je pense, encore une fois, que c'est pas nécessairement une question de mauvaise volonté au départ, sauf que ça devient souvent difficile après ça, tu sais, quand t'es sur le fait, sur le chantier, puis là, t'essayes de trouver des compromis pendant les opérations. C'est souvent difficile. Quand c'est pas planifié en amont. Mais en même temps, c'est tout un défi pour une organisation comme la vôtre d'être présent puis de devenir présent dans le réflexe du monde pour qu'ils pensent saumon tout de suite en partant. C'est tout qu'un défi, là. Oui. Puis, tu sais, des pas projets une question, comme ça, c'est juste... des chantiers comme ça, il y en a partout, là. Puis, tu sais, la 138, c'est un bel exemple. C'est énorme comme route, là. Fait que ça va traverser beaucoup d'endroits. Fait que faut être là, puis il faut être prêt à... Mais, tu sais, je pense qu'il n'y a personne qui est contre le prolongement de la 138. Ben non. Toutes les collectivités là-bas la veulent, cette route-là. Il faut juste s'assurer de la faire de la meilleure façon, finalement. Puis de s'assurer que les bonnes personnes ou les bonnes parties prenantes soient intégrées le plus tôt possible dans le processus, puis pas en mode damage control 2 ans plus tard. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, mettons, on revient en plus dans un horizon de temps, puis ça, des fois, on se fait interpeller, puis les gens se disent « Ah, mais pourquoi vous n'étiez pas là? » Il faut comprendre qu'un projet de l'ampleur de l'allongement de la 138, tu sais, il y a des études qui ont commencé... il y a 15 puis 20 ans, exact, là, tu sais, fait que il y a des résultats qui sont là, il y a des choses qui n'ont pas changé, il y a des choses qui ont changé, il y a des nouvelles lunettes qu'on est capable de mettre aussi aujourd'hui, fait que c'est difficile finalement parce qu'il y a des planifications sur des chantiers qui sont faites, tu sais, c'est ça, 5 ans, 10 ans à l'avance, puis on n'était pas nécessairement là, oui. où il y a des changements, il y a des changements de personnel un peu partout. Fait que c'est difficile des fois de... C'est des projets qui durent, qui roulent sur des tellement longues périodes. Ouais. Je pense que ça, c'est une des problématiques, là, mettons, si on revient à la 138 avec les tronçons certains tronçons qui sont en construction, c'est que les études environnementales datent d'il y a tellement d'années que ça vaudrait peut-être la peine ou il y aurait intérêt à regarder ça avec les yeux d'aujourd'hui là, qu'on a au niveau environnemental. Là. Puis avec les outils qui nous donnent des super belles opportunités en conservation puis en collaboration qu'on a aujourd'hui, qui n'existaient peut-être pas, ou des modèles ou des façons de faire qui n'existaient peut-être pas il y a 10 ans. Là. Mais c'est ça, tu sais, après ça, tu parlais de concilier les usages, puis c'est difficile de ménager la chèvre et le chou dans ce contexte-là parce que, tu sais, en même temps, si on se dit toujours, puis là, je me fais ma propre avocat du diable, là, mais je veux dire, après ça, des fois, à toujours étudier puis réétudier les études, des études, on se condamne à l'inaction, ce qui est pas non plus souhaitable dans le contexte où on existe. Fait que, je sais pas, j'imagine qu'après ça, il y a beaucoup de difficultés puis de défis par rapport à ça. Évidemment, tu sais, au day-to-day, on essaye toujours d'être présent dans tous les chantiers où on se fait interpeller pour au moins être ceux qui lèvent le flag. Là. Je pense que c'est ça qui est important. On lève le flag pour dire « Hey, là, il peut y avoir vraiment une problématique. Puis, ici, on a un nouvel outil qui peut nous permettre d'avoir une nouvelle lunette. Puis peut-être faire des modifications, mais qu'est-ce qui est possible de faire dans un horizon de temps plus court, là, quand on arrive justement à modifier... Des modalités X, Y, Z peu avant la construction. Là, on parle de développement routier, on a l'exemple de la 138, puis là, c'est une question vraiment d'une non-experte de ces dossiers-là, mais quand on fait du développement ferroviaire, par exemple, est-ce qu'on est dans le même genre d'enjeu ou il y a des particularités où c'est à peu près les mêmes routes, puis ça donne à peu près les mêmes impacts? Bien, c'est sûr que tu as des enjeux au niveau de la connectivité d'habitat aussi, parce que nécessairement, encore une fois, tu vas probablement passer par-dessus certains cours d'eau. Ça veut dire la mise en place de ponceaux, il va y avoir des calvettes, il faut entretenir ces infrastructures-là si on veut pas que... puis il faut qu'ils soient bien placés aussi au départ si on veut pas qu'il y ait des problèmes au niveau du déplacement en amont et en aval des espèces aquatiques
aquatique. Je pense qu'il y a des enjeux aussi peut-être au niveau de la pollution des produits chimiques. Si on prend l'exemple du réseau ferroviaire en Gaspésie, il est fait en partie avec du bois créosoté. Donc, c'est sûr qu'il y a des enjeux au niveau du lessivage de ce produit-là. Ça percole jusque... Ah oui. Puis, pour le désherbage aussi, c'est sûr qu'il y a des normes. Là. Je pense pas que tu peux shooter du glyphosate directement par-dessus la rivière. Mais tout de même, c'est encore un produit qui est utilisé. Puis, c'est reconnu que ça a un effet sur la vie aquatique. Là. Donc, il y a quand même des enjeux qui se ressemblent. Il y en a qui sont un peu différents. Là. C'est pas mal aller très loin aussi, l'exemple sur les vibrations que peuvent avoir les rails puis les trains sur les frayères à saumon. On a participé justement à une étude là-dessus sur la rivière Moisy parce qu'il y a un chemin de fer qui transporte du minerai le long de la rivière. Puis on s'est rendu compte qu'effectivement, les vibrations des trains peuvent avoir un impact sur le développement de l'œuf en rivière. Non. Fait que d'essayer de trouver justement des façons de concilier ça, peut-être de diminuer un peu le tonnage de ces trains-là. La vitesse. C'est ça aussi qui arrivait un peu dans les conclusions, hypothèses, tout ça. C'est évidemment, c'était un chercheur qui travaillait là-dessus. Donc, il amenait des nuances dans les propos. Puis, justement, le poids était vraiment un facteur important. Puis la vitesse aussi, puisque c'est sur la Moisy, c'est vraiment du transport très lourd, là, mettons, comparativement à ce qu'on peut voir en Gaspésie. Fait que c'était quand même impressionnant, là. C'est sûr que là, on est moins dans une démarche de développement ferroviaire, mais évidemment, il faut vraiment adapter ce qui est là aussi. Là, limiter la vitesse ou le poids, c'est quand même des adaptations des activités humaines qui font une différence. Là. Absolument. Puis à l'époque, quand ils ont bâti des chemins de fer, les rivières, c'était des beaux corridors. Hein. À travers des montagnes, au lieu de couper des montagnes, ils longeaient les rivières. La Matapédia, c'est un bel exemple. On la voit, le chemin de fer. À côté, ça nécessite des enrochements, ça aussi. Fait que il y a des mesures aussi à prendre en compte. Là. Si on enroche, est-ce qu'on réchauffe la rivière? Fait que c'est tous ces facteurs-là qu'il faut prendre en compte. Puis, si on change de catégorie d'activité humaine, parlons des mines. En Gaspésie, entre autres, autour de la rivière York, il y a un potentiel... une potentielle reprise de l'activité minière avec la mine de Murdochville. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou est-ce que c'est quelque chose qui inquiète les gens et dans lequel la FQSA est impliquée, de voir ce qui se passe en Gaspésie avec cette reprise des activités minières et autres activités aussi? Là. Il y a de l'exploitation pétrolière en Gaspésie qui inquiète un peu. Mais qu'est-ce qui se passe en Gaspésie dans nos rivières à saumon? Bien, je trouve que l'exemple de la mine de Murdochville est un bon exemple, en le sens où, tu sais, je comprends mettons, il y en a certains de nos membres, mettons, qui sont peut-être plus revendicateurs de dire, bien, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas avoir de mine. Puis de l'autre côté, ben il y en a qui disent, ben écoute, il faut essayer de mitiger un peu pour faire en sorte qu'on ait un développement économique puis la survie du saumon. Parce que quand même, tu sais, c'est un projet qui est important au niveau économique, au niveau de la région puis de la ville de Murdochville. On les comprend, les gens de Murdochville, là, de vouloir avoir... Puis on parle de 2028, hein, pour la réouverture potentielle de la mine? Oui, bien, je sais pas exactement, là, mais oui, effectivement, on est en communication, mais c'est beaucoup un des gestionnaires de rivières qui est directement impliqué. Fait que nous, on est vraiment là en soutien. Faciliter tout ça. Parce que ben, c'est sûr que heureusement, je veux dire, demeure que la Société de gestion des rivières de Gaspé, c'est quand même, elle aussi, là, un moteur économique régional qui est important. Là, on parle quand même plusieurs millions retombés. C'est à peu près 5 millions juste sur la pointe de Gaspé là, pour cet organisme-là. Fait que c'est quand même majeur. Mais c'est ça, tu sais, on n'est pas dans une posture où on se dit, ben on est noir ou blanc, il faut fermer ou ouvrir la mine, mais c'est vraiment des discussions constantes par rapport à comment on va faire pour préserver le saumon dans ce contexte-là, parce que demeure qu'il y a
il y a une grosse piscine d'eau avec Exact. beaucoup de contaminants, dont du cuivre, justement, du 35 millions de mètres cubes d'eau. C'est Quand énorme. même. C'est Ça, c'est quoi? C'est les eaux... C'est la mine qui est en fait qui est un trou, en fait, la mine qui est à ciel ouvert, qui s'est remplie avec les années, avec la neige, avec la pluie, Fait etc. que là, pour repartir la mine, il faut qu'ils vident. vident ça. OK. Et leur but, c'est de vider ça dans un des affluents de la rivière York. Mais là, Rémi, justement, fait partie d'un comité maintenant, Rémi, le DG des rivières de Gaspé, nous dire attention, là, on peut pas juste flusher de l'eau comme ça dans la rivière. Un, la quantité qu'il y a là, il faut faire ça sur plusieurs années. Deux, il faut s'assurer qu'elle est décontaminée, cette eau-là. La rivière York est déjà une rivière qui a un taux de cuivre très élevé, limite même pour la survie des poissons. Fait que là, si Qu'est-ce on que ça rajoute fait, de le l'eau- cuivre, pour des poissons comme le saumon? Est-ce que c'est quelque chose qui est inquiétant comme produit? Oui, bien, ça comme peut avoir polluant? des impacts quand même assez délétères, là. Je lisais des études avant le podcast qui faisaient des liens entre la baisse de la réponse immunitaire des poissons OK, ça va jouer sur des grosses ouais, affaires. et la concentration de cuivre. Puis d'ailleurs, dans la rivière York, il y a une problématique, là, si on regarde comparé aux autres rivières de la Gaspésie ou de la Pointe, avec certaines espèces de parasites, là, dont la saproléniose. Là. Donc, ça peut avoir des effets au niveau du... Je peux lancer des gros mots. Les gros mots scientifiques. Ah ouais. C'est qu'il y a certains seuils qu'il ne faut pas dépasser. C'est un peu ça qu'il faut retenir. Oui, exactement. Puis, je pense que les seuils minimums qui sont mis de l'avant par les lois qui encadrent les activités minières, est-ce que c'est peut-être pas assez pour les activités puis pour la pérennité d'espèces quand même assez sensibles comme le saumon? Là, il faut se poser la question. Par contre, Ça a-tu été bien calculé, ces seuils-là? Puis si tu Oui. es encore à jour, là? exact, mais je tiens quand même à souligner l'effort de la minière qui est là. Je pense qu'ils ont réalisé assez rapidement qu'il y allait avoir des levées boucliers s'ils ne faisaient pas les choses comme il faut. Ils ont créé un comité, ils ont invité justement les intervenants locaux, puis là, ils se jasent, ils se parlent. Ouais. Fait que je pense que c'est des choses qui éventuellement pourront venir à minimiser les impacts possibles, mais c'est sûr que tout développement auront des impacts. Là, mais c'est de s'assurer qu'il y en a le moins possible sur notre rivière à saumon puis sur les Ben c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, le fait que, mettons, on n'en parle pas nécessairement dans les médias de ça, excuse-moi. On n'en parle pas nécessairement dans les médias. Tu sais, ça veut pas dire justement qu'il se passe rien, en fait. Probablement que le meilleur, c'est aussi bon signe qu'on n'en parle pas, c'est parce que justement, il se passe de quoi? Il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas de là. scandale, Ouais. il y a vraiment des discussions, puis je pense que ça peut mener à mettre en place des solutions. On a la chance quand même aussi, dans bien des cas aujourd'hui, dans ces négociations-là, d'avoir des technologies qui peuvent permettre de faire des choses qui, mettons, n'étaient pas pensables il n'y a pas si longtemps. Là, je veux dire, on parle de décontaminer de l'eau. Ben, aujourd'hui, on a des technologies qui n'existaient On peut pas, le là, faire, puis peut-être même on peut penser à aller plus loin dans ce sens-là. Fait que... Mais c'est un bel exemple aussi de conscientiser puis de sensibiliser les gens, puis pas juste les pêcheurs. Je pense que les gens de Gaspé là, tiennent à leur rivière, même ceux qui ne pêchent pas, ils savent la richesse que sont ces rivières-là. Puis je pense que maintenant, les promoteurs puis les développeurs, justement, comme la minière, ils savent là, qu'ils n'ont pas le choix de faire des efforts puis de se rallier ces gens-là, donc de prendre soin de leur milieu aussi. Puis tu sais, je peux donner même un autre exemple. Il y a quand même plusieurs années, là, je dirais peut-être au moins 6 ans, 7 ans, je ne sais pas, environ, mais il y avait eu un projet potentiel pour aller chercher du pétrole de schiste assez proche, là. C'était il me semble que c'était la York. C'est sur le bord de la C'était rivière sur le bord York, de la c'était à rivière 20 York, km de je Gaspé. pense. Oui, exact. Fait que, tu sais, c'est évidemment, tu sais, nous, on avait regardé ça, puis à ce moment-là, le directeur général qui était là nous a interpellés, on a rédigé un mémoire, on l'a déposé, puis il y a eu d'autres groupes aussi, là, mais là, à ce moment-là, le projet, ben ça n'a pas passé. C'est parce que aussi, il y a eu des organismes qui ont fait des mémoires, c'est qu'il y a eu aussi des citoyens qui ont fait non, pas de pétrole de schiste. Puis là, les impacts étaient comme difficiles, comme impossibles à concilier. Là. On s'entend que, tu sais, de par la nature, d'aller chercher du pétrole de schiste avec du fractionnement, de la
je sais pas trop comment ça marche, mais on parlait tantôt de l'impact de la vibration. Là, On je est pense que ailleurs, là, on était là. ailleurs Ouais. dans Ouais, les ouais, projets. Puis tu sais, le risque au niveau de la contamination de la rivière était bien En fait, les trop risques étaient grand. beaucoup trop élevés pour les bénéfices, tu sais, pour la population, puis je pense qu'ils s'en sont rendus compte. Puis, tu sais, je pense que ça revient, tu sais, on veut travailler avec tout le monde, mais quand il y a un projet qui est clairement incompatible, on n'a pas peur de dire non plus de dire ça. Clairement, ça avait comme pas de sens de faire Mais ça. pour le commun des mortels, il faut le savoir, ça. Tu sais, puis c'est à ça que ça sert aussi des mémoires, parce que le monde ne savent pas nécessairement ou n'ont pas comme mandat de connaître tout ce qui est impact environnemental dans leur région. On a un devoir de citoyen d'être informé, puis de, tu sais, c'est très louable de vouloir protéger notre territoire, tout ça, mais le commun des mortels n'a pas accès à toute cette information-là. Fait que toute la partie compréhension des impacts, bien, tant qu'on ne le sait pas, on peut dire « Ah, ben oui, ils vont faire tel projet, puis c'est comme ça. » Donc, toutes les mémoires qui sont faites, puis la connaissance qui est comme résumée dans ces documents-là prend tout son sens aussi. J'imagine que vous en faites partout, des mémoires de même. Hein, Christophe, on en fait quelques-uns. Les spécialistes. Ben moi, j'ai toujours été une optimiste de nature, puis ce que je vois à écouter vos histoires, c'est que dans ce cas-ci, on est quand même assez en amont du processus pour pas être trop à la dernière minute sur le projet, puis d'être, tu sais, de considérer toutes sortes d'aspects environnementaux, développement à Murdochville. Puis ça, ben c'est une bonne nouvelle en soi, qu'au moins les gens commencent à travailler ensemble tôt dans le projet, puis c'est pas à 2 semaines de l'ouverture de la mine, quand c'est le temps de constater passivement les impacts de ce qu'on vient de décider. Là, on est ailleurs, là. Je pense que, en plus, la notoriété de la FQSA dans les 5-10 dernières années, on a vraiment fait un bon travail là-dessus. Puis maintenant, je pense qu'aussitôt qu'il y a un projet qui touche ou de loin ce saumon, on est interpellé, tu sais. Fait que vous faites partie du réflexe des gens, là. Mais C'est cool. ça, de plus en plus, puis on le voit, du réflexe des organismes locaux, des fois du réflexe même des municipalités, des autres réseaux dans l'environnement. C'est hyper beau de voir ça, mais c'est justement parce qu'on a toujours depuis les 5-10 dernières années, en tout cas. mais c'est quelque chose qu'on a mis beaucoup plus de l'avant, cet aspect-là pragmatique, scientifique, puis de faire, de justement s'intéresser à ça, mais d'avoir une posture, justement, comme pas trop militante, mais tu sais, militante, oui, un peu, mais en même temps pragmatique par rapport à l'écoute des gens, puis l'écoute de la biologie, puis de ce que l'écologie a à nous dire aussi. Là. Moi, je trouve qu'il y a un changement que je vois de l'extérieur pour la FQSA, c'est que souvent la pêche au saumon, avant, c'était comme considéré comme quelque chose un peu qui appartient à une élite. Puis il y a eu un gros effort de démocratisation de ça, puis on dirait que les gens se sont plus appropriés cette richesse-là qu'on a de pouvoir pêcher au saumon. Puis moi, j'ai grandi avec... Puis ma carrière en conservation, elle a été forgée par les dires d'un certain Jacques-Yves Cousteau qui disait « On protège ce qu'on aime, puis on aime ce qu'on connaît. » Fait que même ces industriels-là, avez-vous l'impression que les gens aiment plus leur saumon qu'avant parce qu'il y a eu un effort pour faire connaître le saumon au Québec, puis que c'était pas juste l'élite qui pêche le saumon, puis les présidents américains qui viennent dans nos rivières? Ils viennent sûrement encore, mais peut-être qu'on ne le sait pas. On espère que non. On espère que non, là. Ces temps-ci, bon, peut-être pas. Mais oui, tu as tout à fait raison. Je pense que la démocratisation de la pêche, ça l'a amené ça. Puis je suis pas sûr que les gens aiment plus le saumon. C'est plus que je pense qu'il y a plus de gens qui aiment le saumon aujourd'hui. Je pense que les gens ont toujours aimé ce poisson-là là, qui est assez... Pas juste d'un point de vue alimentaire, là, mais tu sais, comme une espèce de chez nous qui est comme un fleuron, là. Oui, puis un fleuron de... Tu sais, la beauté de ces rivières-là, c'est épouvantable, là. On répète souvent, c'est mais il y a incroyable. 114 rivières à saumon seulement au Québec sur, des milliers. Ça représente comme 2% 2%. de toutes les rivières qu'on a au Québec. C'est vraiment quelque chose de particulier, là. Puis, tu sais, dans le monde, là, il en reste plus tant que ça, là. Fait que les 114 qu'on a, ben je pense que les gens réalisent de plus en plus qu'il faut les mettre en valeur et il faut les protéger. Puis comme c'est rendu démocratisé,
j'imagine que même dans vos industriels, il y en a des gens qui aiment le saumon puis qui vont moduler leurs décisions puis leurs choix par rapport à ça, même si... Fait que tout le côté éducatif là, de comprendre cette espèce-là devient important parce que tu n'as jamais idée dans la tête de qui ça va germer ces efforts-là éducatifs qu'on fait. Puis à la tête de ces entreprises-là, il y a peut-être des gens qui sont plus sensibilisés à pas vouloir trop nuire au saumon quand il y a des projets. Il y en a peut-être là. même qui pêchent aussi, le saumon. Sûrement. Ben oui. Je pense qu'il y a eu vraiment un effort aussi de démocratisation de l'accès à l'information, de vulgarisation. Tu sais, Myriam en parlait tantôt, les tables de concertation sur le territoire, ben ça permet vraiment à tous les gens qui travaillent sur le territoire de pas juste travailler dans leur petit coin puis de mettre leur œillère puis de regarder juste ce qu'ils font, mais d'être ouvert justement à tout ce qui se passe au niveau environnemental sur le territoire, puis tout ce qui impacte là, les activités. Faut quelque chose à rajouter, Myriam? Sans mots, Ouais, Myriam. j'ai toujours des choses à... Non. Ben, moi, si tu veux, on reste en Gaspésie, mais je veux vous parler d'un autre projet ou de d'autres types d'activités humaines qui ont des impacts aussi. Puis là, on traverse la baie des Chaleurs, puis on s'en va à Dalhousie, sur la pointe là, du Nouveau-Brunswick, où il y a une nouvelle idée ou un nouveau projet de cimenterie qui inquiète beaucoup les communautés du Québec, mais de l'autre bord de la baie des Chaleurs. Entre autres, j'ai entendu Quentin Kondo, qui est un grand protecteur des saumons, parler de ça, mais c'est une usine de béton qu'on veut écologique. Puis j'ai cherché un peu là, pour comment ça fonctionne, puis c'est quoi le concept. Tu sais, quand on a un projet écologique, d'habitude, on fait comme « Ah, ben c'est super, on protège l'environnement ». La façon plus écologique de faire du béton, c'est d'utiliser du pouzzolane. Ça, c'est une espèce de roche volcanique qui ont trouvé un gisement proche de Dalhousie. Puis quand on remplace une partie de la composition du béton par le pouzzolane, ben ça diminue l'impact environnemental de produire du béton parce que pour produire du béton et du ciment, il faut faire chauffer des minéraux à des températures extraordinaires, là, puis ça fait beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Fait que l'idée, c'est de dire, on va exploiter le pouzzolane, on va entrer une proportion de pouzzolane dans notre ciment pour que le ciment soit moins énergivore. Mais ça a des impacts, puis ça fait peur aux gens qui ont des rivières à saumon de l'autre côté. Est-ce que vous êtes interpellé dans ce genre de dossier-là pour la cimenterie ou les dossiers? Bon, c'est pas des mines, là, mais tout ce qui est ciment, là, la FQSA s'implique comment dans des dossiers comme ça? Bien, effectivement, ce projet-là a été porté à notre attention. Puis, dans ce cas-là, vous ne serez pas surpris que les gens sont plutôt préoccupés et contre. Donc, on les accompagne aussi là-dedans. Il y en a plusieurs qui ont écrit des mémoires qu'on lit, qu'on appuie aussi là-dedans parce que actuellement au niveau de tout ce qui a été soulevé, c'est sûr que c'est plus... ça semble plus difficile justement d'avoir des mesures pour limiter les impacts potentiels sur la baie des Chaleurs, les rivières à saumon, puis même au Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup d'opposants au projet. Puis toute l'augmentation de transport maritime qui va s'approvisionner de ce nouveau ciment, soi-disant écologique-là. Tu sais, ça fait beaucoup de perturbations. Mais comment on fait pour... Quand tu es un citoyen, là, puis que ça t'interpelle, bon, je comprends qu'on n'est pas tous des experts en sciences puis des scientifiques, mais quand c'est des choses qui nous inquiètent, on peut écrire un mémoire ou être accompagné ou lire les mémoires des autres. Comment ça fonctionne quand on commence à être inquiet de quelque chose pour nos saumons? C'est quoi le premier pas à faire pour le commun des mortels?
Je pense que, tu sais, dans le cas de projets comme ça, là, souvent les promoteurs vont faire des genres de séances d'information, essayer de recueillir justement le pouls un peu de l'opinion du public. Donc, d'y participer, je pense que c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est sûr que dans le cas de cette cimenterie-là, là, puis reprends-moi si j'ai pas raison, mais j'ai l'impression aussi qu'il y avait un enjeu au niveau québécois parce que les études environnementales ne prenaient pas en compte nécessairement ce qui allait se passer sur le territoire québécois, là. Ni le savoir des Premières Nations non plus, ou les inquiétudes des Premières Nations. Mais pour revenir un peu à ta question de base, tu sais, pour le commun des mortels, je pense qu'une bonne façon, c'est d'interpeller des fédérations comme la nôtre. Dire « Hey, ça, c'est un enjeu qui m'interpelle. Je suis pas sûr de bien comprendre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? » Ça arrive souvent qu'on reçoit des courriels comme ça de gens qui disent « Hey, il se passe telle chose, telle place, ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? » Puis des fois, ça peut être une bougie d'allumage aussi de notre côté, puis on peut commencer à se pencher là-dessus. Ça peut être une façon aussi, là, pour les gens. C'est dur de suivre tout ce qui se passe partout. Là. Effectivement. Puis, tu sais, t'as raison. Il y a beaucoup d'enjeux. Nous, on n'a pas une position ferme. On est beaucoup en accompagnement, puis on écoute nos membres puis nos partenaires localement qui, eux, sont directement impliqués aussi, puis qui participent aux séances d'information, puis sont plus proches là, du terrain. Je pense qu'il y a une autre chose que les citoyens peuvent faire. C'est ça, il y a les fédérations comme nous. Souvent, en plus, c'est qu'on n'est pas tant un si grand monde que ça d'organismes voués à de la conservation de l'environnement ou de gestion de territoire. On se parle entre nous autres. Fait que si nous, on le sait pas, souvent, on est capable de faire une passe à la palette puis d'aller dire, finalement, c'est plus tel organisme qui a plus pris position. Fait qu'on est capable de donner l'information aux gens. Puis, je pense aussi qu'il y a un aspect où les gens peuvent aller voir leur municipalité. Les gens dans les municipalités, là, souvent, comme eux autres, le palier municipal sont de facto impliqués dans beaucoup plus de choses au niveau des différentes consultations parce que ça demeure un peu, c'est les représentants élus du territoire très local. Donc, il y a des mécanismes, dans les mécanismes de conversation puis de consultation que, dans le fond, les municipalités sont impliquées dedans. Là. Fait que, des fois, ça peut être aussi des bonnes références pour, encore une fois, donner la bonne information ou référer à différents organismes. Ça arrive-tu des fois que la FQSA n'est pas invitée à ce genre de conversation-là dans des dossiers où ça aurait clairement dû être quelque chose de plus général, où on a toutes sortes de parties prenantes, ou normalement, c'est dans des dossiers, il y a quand même une bonne collaboration puis plein de monde qui sont autour de la table? Oui, je dirais comme plein de fois, on a été interpellés tout autour de la table, puis plein de fois, on n'est pas interpellés, puis là, on arrive un peu justement dans des étapes où là, on est proche de l'action, puis là, on dit « Hey, on lève des flags », mais là, comme quand on a déjà l'appel sur le bord. Il est tard, des fois. Hein? Ça, c'est difficile. Puis il y a encore plein de gains à faire. Là. Puis je pense que c'est pas juste pour le saumon, mais de façon générale, je parlais des grands mécanismes d'allocation de territoire, les droits consentis, que ça ira pas avec des activités minières, des grands chantiers. Le milieu environnemental est pas toujours consulté de la façon parfaite. Là. En fait, c'est hyper difficile de faire des consultations vraiment, vraiment complètes. Fait que il y a encore des trous. Puis des fois, même quand le mécanisme est là, dans un cas en particulier, on va avoir passé dans la craque du divan. Ça arrive, ça aussi. Là. Plus souvent qu'autrement, on l'est interpellé. Puis quand on l'est pas, d'habitude, on réussit à faire notre chemin. Puis vous invitez. À se positionner, puis on s'invite aux discussions, effectivement. Mais j'ai l'impression peut-être que c'est pas parfait, mais j'ai l'impression quand même qu'on devient meilleur à essayer de se parler. Là, puis absolument. Oui, puis ça donne espoir. Oui, puis tu parlais tantôt du côté des Premières Nations. Je pense que ça aussi, c'est un autre bout. Je pense qu'il aide le domaine environnemental à mieux se positionner dans les consultations. Nous, c'est vraiment
un effort conscient puis un désir réel de collaboration qui fait qu'on a développé plusieurs projets avec des communautés ou avec des organismes. Pour le saumon. Exact, parce qu'on a cet intérêt-là qui est commun. Fait que, tu sais, souvent, en fait, je trouve que les Premières Nations ont clairement pris de la place qui leur revenait dans le contexte des consultations. On est plus au courant, même comme société québécoise, de ça. Puis je trouve que ça facilite l'intégration des points de vue différents, puis notamment du monde environnemental et donc notamment du saumon atlantique. Mm-hmm. Il y a 2 autres types d'activités humaines que j'aimerais qu'on couvre rapidement, mais on n'a pas parlé d'agriculture encore. Ça existe depuis la nuit des temps. Est-ce que ça pose des enjeux, les activités agricoles avec nos rivières à saumon, ou c'est quand même un domaine qui est relativement tranquille? Ben, je pense que depuis le début, là, le mot d'ordre, c'est qu'il n'y a rien de noir, rien de blanc. Ouais. Oui, mais c'est sûr que ça impacte, je pense, certains bassins de rivières à saumon, là, les activités agricoles, pas toutes au même niveau. C'est sûr que les rivières de la Basse-Côte-Nord sont peut-être moins touchées par ces problèmes-là. Bien, heureusement, parce qu'ils ont les barrages ou ils ont d'autres Exactement, choses. Exactement. Mais, tu sais, tantôt, on parlait de produits chimiques là, sur les chemins de fer, mais c'est la même affaire un peu avec l'agriculture. On peut peut-être même rajouter que les terres agricoles, ben, il peut y avoir un enjeu aussi au niveau peut-être du lessivage des sédiments parce que nécessairement, bon, c'est des endroits où la végétation va moins retenir les sédiments terrestres. Puis ça peut avoir une foule d'impacts sur le saumon, sur la survie des œufs, sur les frayères, donc colmater un peu là, les frayères à saumon. Donc, Puis, l'autre type d'activité humaine, c'est... Bon, il y a un temps au Québec, il y avait des barrages qui poussaient à gauche et à droite, là. Puis il y a eu beaucoup de projets en lien avec la compensation de ces barrages-là. Je sais que toute l'industrie des barrages a travaillé de près, je pense, historiquement, avec les gens de la conservation du saumon, mais on en est où côté barrage? Parce que là, un barrage, ça va direct sur la rivière, donc c'est un impact direct sur la montaison des saumons, la survie de ces animaux-là. Donc... Ça marche comment, les barrages, dans vos combats ou vos dossiers présentement? Oui, ben encore là, c'est ni noir ni blanc, je te dirais. Tu sais, c'est sûr que, bon, ben tu l'as dit, c'est sûr qu'il y a une structure qui barre une rivière. Il peut avoir un impact au niveau de la connectivité de l'habitat. Il peut avoir aussi des impacts au niveau du transport sédimentaire. Puis ça, on le voit, là, c'est connu sur la rivière Saint-Jean-Saguenay. Le barrage qui est en place, bien, nécessairement, il va retenir tous les sédiments en amont du barrage. Donc, ce que ça fait, c'est que dans le bas de la rivière, il y a un déficit en sédiments, puis il y a une incision du lit de la rivière, là, comme ça creuse de plus en plus, parce qu'il y a un manque qui, naturellement, les sédiments étaient comme rechargés par le haut de la rivière, naturellement, le long de son cours. Donc, ça, c'est un enjeu. Par contre, il y a des barrages qui ont eu des beaux impacts, si je peux dire, sur les populations de saumon. Là, si on prend exemple des rivières Métis ou Rimouski, bien, il y a des passes à saumon qui ont été aménagées puis qui permettent maintenant au saumon de coloniser un habitat qu'il n'avait pas accès avant à cause de la présence d'obstacles naturels, de chutes qui freinaient son parcours vers le haut de la rivière. Là. Puis ça, moi, c'est ma question un peu naïve, là, mais est-ce que c'est de la bonne volonté d'un projet de barrage de faire ça, ou il y a comme des lois qui encadrent ça, ou des obligations de compenser, ou comment ça fonctionne pour l'industrie quand on veut faire un barrage? Bien, il y a des obligations de compensation. Okay. Puis, tu sais, les obligations sont importantes quand on parle de projets hydroélectriques. Là, aujourd'hui, je veux dire, c'est quand même des projets qui sont immenses. Là. Puis, tu sais, on s'est amélioré dans le temps aussi au niveau de la construction des barrages hydroélectriques. Ce que Christophe mentionnait, il y a des barrages. C'est souvent des vieux barrages comme ça. Maintenant, en fait, ces expériences-là ont montré que maintenant, il y a des façons de faire, en fait, où ça permet cette connectivité-là, puis les sédiments qui sont capables de passer de l'amont vers l'aval. Il y a déjà eu des enjeux, à un moment donné, particulièrement avec le saumon, parce que, tu sais, on transportait du saumon en amont des barrages qui se reproduisaient, puis quand les saumonaux dévalaient, ils se faisaient
turbiné. Fait que là, on s'est rendu compte qu'une soupe de saumon, ça marchait pas. Puis d'ailleurs, en fait, il y a un des grands biologistes de saumon qui a été beaucoup impliqué là-dedans. Puis, il y a quand même plusieurs années, là, mais maintenant, il y a des mécanismes qui font en sorte que pendant la dévalaison, on turbine plus les saumoneaux, mais il a fallu s'en rendre compte, faire « Oups, c'est pas ça qu'il faut faire ». Fait que, ça, maintenant, aujourd'hui, c'est encadré, là, on sait comment faire pour ne plus le faire. Je dirais qu'au niveau de la conception des barrages, on est d'habitude, puis c'est complètement logique avec l'idée d'avoir un potentiel de production électrique, c'est de mettre le barrage sur une chute. Fait que souvent, quand même, les barrages sont situés sur des chutes infranchissables, surtout les gros barrages, là. Fait que, tu sais, quand tu as beaucoup de production, tu te situes là. Puis, mettons, l'exemple il y a la Romaine, on en a parlé aussi un peu. Dans le fond, c'est quand même un projet incroyable, là. Il y a des mesures de compensation sociale, environnementale, puis de ça est née quand même la Société saumon de la Rivière-Romaine. Il y a eu aussi le programme de mise en valeur des habitats du saumon atlantique de la Côte-Nord. C'est quand même 30 millions qui ont été investis par Hydro-Québec, par le gouvernement du Québec, là, en termes de compensation où il y avait des objectifs clairs de mis sur la table. Fait que, tu sais, ça c'est des affaires, des belles affaires, mais je pense qu'on a un bout où, justement, c'est ces petits ouvrages-là qui sont un peu partout sur le territoire, puis qui ont été mis à plein de places un peu bizarre, là. On s'entend, là. On avait... Puis c'était souvent, en fait, des barrages qui étaient associés soit à des industries locales. Fait que là, tu sais, ça visait, mettons, je sais pas, t'alimentes ta scierie ou t'alimentes telle affaire. Fait que t'avais pas besoin d'un grand potentiel de production électrique. Fait que c'était pas grave si c'était rien qu'une petite chute, mais qui était franchissable pour le saumon. C'est moins connu de la population. J'imagine quand c'est un petit besoin de même, c'est pas un projet de société, là. Non, c'est ça. Puis, maintenant, bon, là, je sais pas trop, là, il y avait envisagé, je sais pas, l'année passée ou quelque chose, de rouvrir un peu cette idée-là, de reconstruire des petits ouvrages à plusieurs endroits, mais moi, je trouve que c'est peut-être pas nécessairement une approche hyper gagnante pour la faune. Parce exact. Souvent, tu sais, sont mis à des places, puis là, on va avoir des problématiques de connectivité. Si je te donnais un exemple, là, il y avait un barrage, peut-être qu'il y en a qui s'en rappellent, ça fait pas si longtemps qu'il a été arasé, là, mais il était direct quasiment à l'embouchure de la rivière des Escoumins. Il y avait une passe à saumon, mais le barrage était en bois. En partie en bois, fait que c'était pas l'affaire la plus efficace au niveau de la montée. C'était haute technologie, là. Puis, tu sais, c'est cool. Il a été arasé. Bon, malheureusement, c'est parce que le feu a pris dedans, puis il a fallu réagir. Un accident si vite arrivé. Mais, entre autres, tu sais, on avait le programme de mise en valeur des habitats du saumon atlantique de la Côte-Nord à la FQSA à ce moment-là, puis le financement est venu direct, là, justement, pour faire un bon travail. Pour réussir à renaturaliser cette rivière-là. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est quand même un magnifique secteur. Là, dans le fond, la compensation de la construction d'un barrage payé pour en détruire un vieux inutile. Okay. Fait qu'il y a quand même des façons qu'on peut faire bien les choses. Puis tu sais, souvent, ça, c'est un exemple qui a pu être réalisé rapidement parce qu'il y avait du financement puis parce qu'on était dans l'urgence. Genre, le feu était pris, puis là, on n'avait pas le choix de faire quelque chose à ce moment-là. Fait que ça accélère les processus. Mais dans les faits, au Québec, ça demeure quand même un assez gros problème, là. C'est-à-dire, il y en a beaucoup, puis c'est pas juste sur les bassins versants des rivières à saumon, c'est de ces ouvrages-là. Puis c'est pas si simple que ça à défaire. C'est pas toujours juste une question d'argent. Il y a plein de questions techniques, il y a des questions de permis, il y a des questions réglementaires, puis c'est le genre d'ouvrage, justement, qui demande à la fois... Il y a des encadrements au niveau de la réglementation provinciale, puis aussi de la réglementation fédérale. Fait que je pense que dans le monde, il y a comme dans les dernières années, on a vraiment vu un désir de reconnecter les milieux, puis il y a des pays qui peut-être sont plus avancés dans ce type de projet-là, puis qui en ont fait beaucoup. Ici, je sens le réel désir de faire ça,
mais on n'a pas encore... on était encore à nos projets pilotes un peu pour taper la trail, pour finalement savoir comme, OK, quand on veut araser un barrage, quelle est la recette à suivre? Fait que j'ai l'impression qu'éventuellement, ça va être quelque chose qui va pouvoir se mettre en place beaucoup plus facilement. Il faut commencer quelque part. Hein? Oui, il y a de l'expertise à créer, je pense, au Québec. Là, on le voit aux États-Unis, là, il y en a des gros projets de démantèlement de barrages là, qui ont fait les journaux là, dans les dernières années. Là. Je pense qu'il y en a un sur la Klamath River. Mais encore là, tu sais, c'est pas... les barrages, en fait, ont été construits peut-être un peu sans se soucier ou sans penser, bon, ben quand il atteint la fin de sa vie utile, qu'est-ce qu'on fait avec? Fait qu'il y a encore beaucoup je pense, de recherche, de compréhension de la meilleure façon de le faire qui existe. Mais comme disait Myriam, je pense qu'il y a quand même un réel désir à essayer de gérer ces ouvrages-là de la façon la plus éco-responsable Puis possible. ça, c'est pour les vieux barrages, mais je pense que maintenant, la façon dont on pense les nouveaux barrages, ça l'inclut, la fin de vie, puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça quand on aura fini. Oui. Mais évidemment, il faut comme gérer ce qu'on a fait par le passé aussi. Ben oui, puis tu sais, je pense qu'aujourd'hui, le fait que, ben évidemment, on a une société d'État, tu sais, Hydro-Québec est là pour assumer des responsabilités, tu sais, puis c'est plus costaud comme organisation pour être capable de voir sur des horizons de durée de vie utile de des barrages. Nous autres, ça nous est arrivé quand même à quelques reprises de faire des recherches sur des petits barrages, puis finalement, ben OK, ça appartenait à telle mini-compagnie, de telle famille, de telle affaire, puis finalement, à un moment donné, on a perdu la trace. On cherche les plans ont brûlé dans le feu en 1962. Ah non, mais ça n'a pas de bon sens. On s'est même retrouvé à la Société historique du Saguenay à un moment donné pour chercher des... Mais non, c'est hot, c'est comme des enquêtes incroyables. Mais finalement, c'est sûr qu'à ce moment-là, comme P.O. le disait aussi, ces barrages-là, ils ont été construits, puis là, il n'y avait pas la responsabilité d'attacher. Fait qu'à un moment donné, je sais pas, la personne est décédée, les plans ont brûlé, puis la société historique, c'est plus c'est qui. Fait qu'on se retrouve quand même avec la responsabilité de l'ouvrage. Puis ça, ben depuis quand même plusieurs années, là, c'est pris en charge par... c'est le ministère de l'Environnement, en fait. Il y a le Centre d'expertise hydrique. Puis ils ont fait un travail incroyable. Là. Ils ont fait toute une recaractérisation, tu sais, de tous les ouvrages, un inventaire. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de travail qui a été fait. Puis c'est un peu dans cette idée-là de dire, bon, ben OK, là, maintenant, ça veut dire que c'est quand même une responsabilité gouvernementale, tu sais, qui est aussi qui est soumise aux questions de qu'est-ce qu'on fait avec les argents publics, quelles sont les priorités, mais comme qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a cette information-là? Je pense que ça a été une bonne question. Heureusement, c'est ça. Maintenant, on a d'autres façons de faire, puis d'autres façons de prévoir, en fait, l'entretien à vraiment très, très long terme. Puis, en allant plus loin, il y a aussi tout le développement qui s'en vient. Puis ça, on le sait qu'aujourd'hui, on a quand même des meilleures pratiques, mais c'est sûr que pour nous, ça soulève des préoccupations, puis il y a beaucoup de questions sur le terrain qui sont posées, parce qu'on se dit, on comprend que, on va développer de l'électricité au Québec dans les prochaines années. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des projets éoliens, il y a des projets... Peut-être il y aura des projets de barrage. Là, je veux dire, on n'est pas dans le secret des dieux, évidemment, mais on suit l'actualité comme tout le monde. Ben oui. Fait que ça dit justement, à cette ampleur-là de développement, comment vraiment bien mitiger finalement les impacts, puis assurer la conservation du saumon, continuer de pêcher sur le territoire, continuer d'avoir accès au territoire, mais aussi dire, oui, on veut maintenir notre niveau de vie au Québec, on veut tout avoir des maisons chauffées, on a nos autos, on a notre travail, on veut avoir Internet. On veut de l'électricité propre, mais en même temps, c'est ça, ça vient avec certaines conséquences. Là. Puis la construction de gros ouvrages comme ça, même un peu en oubliant le saumon, mais juste en allant au niveau de la biodiversité, c'est des pertes incroyables de biodiversité. Il y a des Premières Nations, c'est leur territoire, c'est des chemins qui empruntaient. Il y a toutes sortes de choses à considérer. Fait que c'est surtout aussi de voir, on les construit pourquoi, ces barrages-là. Puis
comment on les utilise, puis qu'est-ce qu'on fait avec cette électricité-là qui est propre, finalement. Mm-hmm. Pour pouvoir continuer d'en être fier, là. Oui, je pense qu'on peut pas penser à la construction de gros ouvrages comme ça sans se pencher non plus sur l'efficacité énergétique, là, puis revoir ça, parce que je pense qu'il y a du travail à faire aussi à ce niveau-là. Là. Puis le coût environnemental de notre efficacité énergétique, c'est tout un gros tableau complexe, là. Puis que ce soit pour les barrages, les mines, l'agriculture, tout ça, il va y avoir du développement, c'est sûr. Tout se développe. Les activités humaines ne s'effaceront pas demain matin. Puis souvent, une intensité qui augmente aussi. Mais, encore une fois, si je mets mon chapeau de la fille qui est toujours trop optimiste, bien trop, non, je pense pas. Mais Einstein disait « Dans l'adversité naissent les opportunités ». Puis je pense que cette espèce d'intensité-là ou d'urgence, bien, oui, c'est intense, mais c'est aussi des opportunités d'innover, de travailler ensemble, puis de trouver des nouvelles solutions pour coexister la conservation puis les activités humaines. En terminant, là, parce que ça fait déjà plus qu'une heure qu'on se parle, puis moi, je serais passée 4 heures encore avec vous, mais j'aimerais savoir, parce que, bon, en conservation, là, moi, j'ai travaillé dans la conservation toute ma vie. La recette avant, elle était simple. Les scientifiques essayaient de bien expliquer les enjeux pour que la population se dise « Ah oui, OK, là, je comprends, ça n'a pas de bon sens, il faut faire quelque chose. » Puis ça passait par « Ça va mal. Il y a les pluies acides, ça va mal. Les changements climatiques, ça va mal. » Puis là, maintenant, si on fait ça, les gens sont bombardés de mauvaises nouvelles, font de l'éco-anxiété, puis qu'est-ce que ça fait, l'anxiété? Ça paralyse. Fait que ça marche plus. Puis en conservation, depuis à peu près 10 ans maintenant, on a changé la recette. Puis pour avoir des actions de conservation qui sont efficaces, on passe par l'optimisme, puis l'espoir. Fait qu'en terminant, j'aimerais ça vous entendre sur, dans ces dossiers-là, de quoi vous êtes le plus fier? Qu'est-ce qui vous donne le plus d'espoir? Un dossier en particulier ou un bon coup que vous avez fait que vous vous dites, genre, ça a marché. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on va être capable de poser des actions de conservation qui marchent à long terme en valorisant ce qui marche puis en arrêtant de juste dire que ça va mal partout. J'imagine qu'il y en a des affaires qui vont bien aussi. Fait que les trois, j'aimerais vraiment vous entendre sur de quoi vous êtes le plus fier, qu'est-ce qui nous donne espoir? C'est une bonne question, mais je pense que justement, la collaboration de tout le monde, puis, tu sais, avant, il y avait un genre de développement à outrance, puis les gens se posaient pas trop de questions, puis je pense qu'aujourd'hui, les gens sont plus là, tu sais, je pense que quand on veut développer, il faut se poser la question, bien, ça sert à quoi? Ça sert à qui? Puis, c'est quoi les impacts de tout ça sur notre milieu de vie? Puis, tu sais, si la pandémie nous a bien amené quelque chose, c'est que les gens se sont un peu réapproprier leur territoire aussi, puis ils en sont fiers. Fait que je pense qu'ils veulent le protéger. Comme on dit, on n'est pas contre le développement, c'est pas blanc, c'est pas noir, mais il faut trouver une façon de le faire. Puis je pense que les gens sont vraiment dans cette optique-là. Mm-hmm. Oui, bien, PO parlait de collaboration. Là, moi aussi, je trouve que, en tout cas, depuis que je suis à la FQSA, je trouve, peut-être pas un projet en particulier, mais je trouve que je suis particulièrement fier peut-être de l'effet rassembleur qu'on a avec tous les acteurs avec lesquels on travaille. On travaille avec des communautés autochtones sur certains projets, avec le ministère, avec les EC-Saumon, les gestionnaires, donc les OBV. Je trouve qu'on a vraiment une place. On ne travaille pas tout seul dans notre petit coin, on essaie vraiment de consulter, de faire des projets qui parlent au plus de gens. Que ce soit, c'est sûr que ça va toucher au milieu aquatique, aux rivières à saumon nécessairement, mais ouais, on a un bon esprit de collaboration, je pense. Myriam? Ah, moi, je suis tellement fière de mon équipe. Ben oui! Non, mais pour vrai, je trouve ça trippant dans les dernières années. On a tellement une belle équipe, on a un beau conseil d'administration aussi. Je veux dire, nous, on a quand même un gros conseil d'administration, c'est 15 personnes, bénévoles. Il y a plein de monde qui participe, puis on fait des activités de conservation, mais je veux dire, toutes les activités de communication, le festival de films, tout est dans tout. On aime tellement ça, puis je trouve ça merveilleux. Mais ça, c'était en attendant Christophe. Mais je trouve aussi que, peut-être par rapport à la question que tu posais, une des affaires que je trouve incroyable, c'est, on est rendu là, comme P.O. le dit, mais c'est en train de s'institutionnaliser. Là. C'est-à-dire, il y a des vrais processus par lesquels
les institutions sont obligées de consulter, d'essayer de faire cet effort-là. Puis je pense que cet effort-là, il se fait de façon bienveillante, de façon générale. Puis ça, je trouve ça vraiment super. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est que on est rendu là, les mentalités changent, on a des structures pour le faire, puis on n'est pas tout seul parce que il y a plein de monde qui sont comme dans le même état d'esprit. Puis je pense que ça, en soi, ça va faire une grosse différence pour le saumon puis pour tout le reste. Parce qu'encore une fois, le saumon, c'est comme une espèce d'ambassadeur qui réussit à... Oui, peut-être que ça va mal pour le saumon, mais s'il y a quelque chose à nous léguer en ce moment, c'est qu'il est en train de nous montrer comment travailler ensemble. Puis ça, je trouve ça vraiment super inspirant. Puis, j'ai appris énormément de choses. Merci pour cette passion-là que vous nous avez partagée, P.O., Christophe, Myriam aussi, qui n'a pas juste été une co-animatrice aujourd'hui parce que j'ai l'impression que j'ai plongé dans la FQSA avec vous trois. Merci à vous d'avoir écouté ce balado et de nous suivre comme ça. Puis, c'était vraiment un plaisir. Puis, je sors d'ici avec bien de l'espoir, comme d'habitude. C'est parfait. Plaisir partagé. Ouais, merci beaucoup.